Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la, plus ou moins, dernière vidéo sur la mythologie égyptienne. C'est la fameuse vidéo où je vais rassembler toutes les informations concernant la mythologie égyptienne dans Moon Knight. Et surtout, rester connecté parce que je suis en train de préparer, comme je vous ai dit dans mes stories Instagram, je suis en train de préparer quasiment une vidéo, voire même un live aussi, donc c'est soit vidéo, soit live par semaine jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc vous allez avoir du contenu à chaque semaine sur YouTube ou sur Twitch prochainement. Et aussi sur Instagram, régulièrement, je veux poster énormément de choses dans le mois de juillet parce que c'est le fameux mois de Thor. Donc c'est le fameux mois où la mythologie est vraiment en grand plan, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne et la mythologie africaine. Et pourquoi tout ça? Eh bien, vous allez le savoir dans la prochaine vidéo. Parce que, en effet, je vous dis ça maintenant pour que vous soyez à l'affût. La semaine prochaine, la vidéo, c'est une vidéo théorie sur la mythologie qui va y avoir, ainsi que les liens qu'on peut voir avec ce qu'on a à date de déjà présenté par rapport à Thor 4, par rapport à Bast, par rapport à Sekhmet, par rapport à la mythologie égyptienne, nordique, grecque. Donc, vraiment, ça va être une vidéo très intéressante parce que j'ai découvert, j'ai analysé certaines choses avec des livres aussi que j'avais et des comics. Et je pense avoir de très bonnes théories sur la suite des événements et sur certains personnages en particulier. Mais aussi, je vais vous raconter l'histoire mythologique de Bast ou Bastet dans certains livres, qui va être un personnage présent dans Thor 4 et dans Wakanda Forever. Donc, restez connectés. Et sur ce, je vous laisse sur le vrai sujet de cette vidéo, la mythologie égyptienne. Nous pouvons observer que beaucoup d'informations de l'Égypte antique restent un mystère, même encore aujourd'hui. Que ce soit à cause d'un manque de traduction ou d'une incompréhension de texte, ou encore un mystère enfoui non retrouvé. Des grosses questions sont encore ouvertes sur la table. On ne sait toujours pas comment les Égyptiens ont réussi à connaître et à réaliser des projets et des prouesses aussi immenses en prenant en compte le rythme de leur époque. Le plus grand exemple, ce sont les pyramides elles-mêmes. Parcourons un peu la culture égyptienne et ses secrets qu'on a pu remarquer dans la série Moon Knight. Commençons avec l'œil d'Horus. Il est représenté en force en tant que labyrinthe dans Moon Knight, ainsi que la carte pour mener au tombeau d'Alexandre le Grand. Cet œil n'est pas anodin, il n'a pas été choisi par hasard. En fait, il est la représentation des 6 sens de l'être humain, le symbole de protection dans l'au-delà et la prospérité de la royauté. Soyez surpris d'apprendre que le concept de l'œil d'Horus est une découverte importante de la médecine et de l'anatomie. Au début, il provient de la vraie perte de son œil. Mais il ne faut pas confondre l'œil d'Horus avec celui de Ra, qui est son total opposé. Quand on dit médecine, c'est parce qu'on a pu découvrir qu'ils utilisaient, les Égyptiens, le concept pour une relation entre le cerveau humain et l'œil d'Horus. En effet, chaque section correspond à un sens. La pensée, l'odorat, l'écoute, le goût et le toucher. De plus, comme cette image vous le propose, croyez-le ou non, voici le cerveau humain de nos jours versus celui qu'on présumait dans l'Égypte antique. Voyez-vous quelque chose de surprenant? En effet, les Égyptiens avaient tellement parcouru l'anatomie qu'ils ont vu que la formation du cerveau ressemblait à peu près à l'œil d'Horus. Ça va tellement loin qu'en effet, on a pu remarquer que chaque partie sont réellement le secteur relié au cerveau ou environ la même forme. Donc, par exemple, le genre de petit triangle dans l'œil d'Horus est vraiment la section du cerveau qui est liée à l'odorat. Maintenant, passons à Alexandre le Grand, qui est littéralement la personne où le tombeau d'Amith est caché. Alexandre le Grand a vécu dans les environs de 350 avant Jésus-Christ.
Il a été roi de Macédoine très jeune, environ 20 ans. Par contre, même avec son jeune âge, il a été un civilisateur et un conquérant. Il a beaucoup été aimé de l'Égypte parce que celui-ci a réussi à conquérir la Perse. Lui-même adorait beaucoup la culture égyptienne et il a même construit la ville d'Alexandrie. Malheureusement, il est mort à l'âge de 33 ans d'une fièvre et il a voulu être obligatoirement enterré en Égypte. Mais étrangement, son corps a été perdu lors du transport jusqu'en Alexandrie et il n'a jamais été retrouvé, même encore aujourd'hui. Par la suite, parlons un peu de magie. En effet, nous avons vu les genres de prêtres zombies dans la série Moon Knight, mais qui sont-ils vraiment? En fait, c'est assez ambigu. Sont-ils vraiment les fameux prêtres Eka ou non? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de magie dans l'Égypte antique, le Aku et le Ekao, une magie défensive pour anticiper les menaces et protéger. Eka, la magie, est à la base un dieu. Il se tient avec Ra, Sia et Hu dans la barque solaire pour l'aider à battre Apophis à toutes les nuits. Il est la magie lui-même et il est le symbole de la puissance magique et le lanceur de sorts funéraires. À Héliopolis, il est le fils de Ré et ils sont aussi considérés comme les médecins de l'époque. Il devait par exemple aider à la momification en enlevant tous les organes sauf le cœur pour préparer le mort à son parcours dans l'au-delà. Passons au prochain sujet. On a souvent aperçu les jackals dans la série. Visibles uniquement par les personnes normalement mortes, ils sont connus aussi sous le nom de charognards, anubites ou chiens de la mort. Ils sont associés aux servants Anubis et aux morts. Ils vont, la nuit, manger les corps décédés ou ils vont chasser les âmes qui se sont enfuies du monde des morts. On peut un peu les identifier comme les loups-garous du désert. Ils sont dans le même style qu'Anubis au niveau physique, une tête de chacal avec un corps humain, très souvent masculin et très rarement féminin. Mais passons au dernier sujet de cette vidéo, le scarabée. Parce qu'en effet, c'était un élément important de la série. Celle-ci était la clé du tombeau d'Amit. Le symbole du scarabée est assez grand et important dans la culture. Elle représente le dieu Khepri, qui est symbole de renaissance dans le cycle cosmique. Mais aussi, parfois, il indique un événement important d'un règne qui est écrit sur le talisman. Sinon, il peut aussi protéger les défunts dans l'afterlife pour cacher son cœur des mensonges devant les 42 juges pendant leur confession. Si vous voulez en connaître davantage par rapport à tout ce qui est l'afterlife, les confessions, etc., je vous laisse le lien en haut pour la vidéo sur la mort en Égypte. En tout cas, on pourrait passer encore plusieurs heures à parler de tous les détails de la mythologie égyptienne qu'il y a dans la série Moon Knight. Mais je voudrais passer à autre chose. Donc, il y en avait beaucoup d'éléments. Je veux dire, on a parlé de l'œil d'Horus, on a parlé du scarabée, on a parlé, de Alexandre le Grand, on a parlé de plein de choses. Eh bien, tout d'abord, avant de parler de ces éléments-là, on va parler de la mythologie en général qu'il y a eu dans Moon Knight. Si on prend en globalité tous les personnages importants de la mythologie et de la série, on a Khonshu, on a Amit, on a aussi plus ou moins, exemple, Taweret, Hathor, Osiris, etc. Et aussi l'introduction des Énéades et potentiellement l'introduction du monde de Héliopolis, qui est un peu comme un Asgard, mais version pour les Égyptiens. Eh bien, c'est des éléments qui sont très très importants parce que certaines personnes vont dire que, par exemple, Moon Knight et même l'écrivain qui a fait la série Moon Knight le dit lui-même, il ne sait pas vraiment où le personnage se situe dans la timeline de la MCU
et qu'est-ce qu'on voudrait plus ou moins en faire dans le futur. Mais la chose qui est très importante à retenir, c'est que la série Moon Knight a pu placer la mythologie égyptienne en plan dans la MCU, ce qui va devenir très important suite aux événements de ce qui va se passer dans Thor 4 et ainsi qu'avec Gorr, parce que pour moi, contrairement à certaines personnes, je suis pas mal sûre que Gorr va devenir un personnage quand même assez important, un vilain qui va peut-être perpétuer, parce que moi, je trouve que mettre un acteur aussi important, puis de mettre un personnage qui est aussi important, et uniquement le tuer au bout du film de Thor 4, je trouve que ça serait un petit peu too much pour le peu de temps qu'on a dans le film. Donc, d'après moi, on est en train de mettre toutes les mythologies en avant pour par la suite construire une histoire autour de Gorr et aussi autour de peut-être potentiellement une équipe qui sont la Team God, comme on pourrait appeler dans les comics, qui est une équipe avec plein de dieux qui viennent de plusieurs mythologies. Par rapport à la mythologie en général dans Moon Knight, c'est très bien effectué. En effet, je trouve que la mythologie égyptienne a été très bien adaptée dans la modernité. Dans la série Moon Knight, comme on peut voir le récapitulatif exemple de Khonshu, qui est très bien fait, le personnage respecte bien ce qui est supposé être dans la mythologie. Même chose pour Taweret, même si elle est un petit peu plus subtile au niveau des références mythologiques, ainsi que Amit, qui est la conception qui, d'après moi, est la plus bien incorporé, comme on pourrait dire, dans le sens où son physique n'est pas à 100% comme il est supposé être, mais en même temps, il faut mettre ça dans un sens tout public, il faut mettre ça dans un sens où les gens comprennent, que les gens ils trouvent que le personnage est quand même beau, entre parenthèses, parce que le vrai personnage d'Amit, je veux dire, il est pas très très sex appeal, comme on pourrait dire, c'est pas la créature que tu voudrais avoir comme animal de compagnie, disons. Donc, même l'histoire, tout simplement, de quand Mark explique, Steven explique la mythologie quand il travaille au musée, qu'ils expliquent les Énéades, etc. Tout a bien été incorporé dans la modernité et dans la MCU pour que les deux liens, la modernité de la mythologie ainsi que le cours de la phase 4 soient bien liés ensemble pour résulter à peut-être une suite des événements qui a un sens logique. Par la suite, il y a d'autres éléments que peut-être que je n'ai pas nommés par rapport à, justement, j'ai pas parlé d'Osiris en détail, j'ai pas parlé de Hathor en détail, ni de Tefnut ou de Horus qu'on a vu qui font partie des Énéades présentement. Mais je pense que par rapport à Hathor, la prochaine vidéo pourrait fortement vous intéresser. Et les autres dieux, je ne trouvais pas nécessaire, entre parenthèses, de parler d'eux dans le sens où, pour le moment, ils ne sont pas très importants. Mais si vous voulez avoir un rapide récapitulatif, Osiris, qui est le chef des Énéades à ce moment-là, est un des dieux principaux de la mythologie égyptienne. Mais dans la série Moon Knight, I guess que pour le moment, il n'est pas important, entre parenthèses. On l'a pas vu au devant de la scène. C'est une personne qui est très droite, une personne qui est très... Il faut by the book, respecter les règlements, etc. Ce qui correspond bien à Osiris, qui lui est le chef du tribunal. C'est lui qui dirige le tribunal dans la mythologie. C'est lui qui écoute les plaidoyers, genre savoir si oui ou non, vérification de la balance, etc. Donc, au niveau de ça, c'est très ressemblant. Quant à Horus, on n'a vraiment aucun détail parce que dans la mythologie, Horus, c'est deux personnes différentes. Il y en a un que c'est le fils d'Osiris, et il y en a un autre que c'est le vieux Horus, qui est l'un des dieux principaux, né aussi du Nun avec Ra, etc. Donc, tout dépendant de quel Horus on parle, l'histoire du personnage change complètement. Tefnut, elle, est une personne, oui, c'est la première déesse féminin à avoir été créée. Oui, elle a une apparence très proche au lion, qui pourrait se ressembler avec celle de Sekhmet, ainsi que celle de Bast, qui sont tous les deux des déesses représentant le lion, la panthère, tout ce qui est animaux comme très félins, comme on pourrait dire, comme chats, etc.
elle se fait souvent confondre avec Sekhmet. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est une des premières déesses féminines, si c'est pas la première déesse féminine, à avoir été créée de Ra et à s'être mariée avec Shu. Mais sinon, c'est pas tant important, entre parenthèses, pour le moment. Donc, je pense, d'après moi, que pour le moment, la chose à vraiment prendre en compte, c'est le fait que les Énéades ont été introduits à la MCU et potentiellement Héliopolis. Mais il ne faut toujours pas oublier que Khonshu est toujours présent et que Hathor, bien qu'elle avait été mise au premier plan en tant que personnage qui pourrait avoir été important, eh bien celle-ci a été un peu cachée, entre parenthèses, ce qui me fait croire à une certaine théorie pour la suite des choses que je vais vous raconter la semaine prochaine. Puis par la suite, on a bien vu que le rôle du scarabée qu'on a vu tout le long de la série, qui est le signe du tombeau d'Amith, eh bien, ça a été transformé en quelque chose d'important parce que maintenant, eh bien, on a la super-héroïne, le scarabée. Donc, ça serait potentiellement des choses qui pourraient revenir dans la suite de la MCU aussi, potentiellement dans les protecteurs, l'équipe des dieux, etc. Même si, en tant que tel, ce sont des humains qui sont avatars d'un dieu. Et en parlant d'avatar, c'est très important, justement, la semaine prochaine, je vais vous parler de Bastet, qui est potentiellement quelque chose de très relié, qu'on aurait expliqué, toute la métaphore des avatars dans Moon Knight, avec les Égyptiens et la mythologie, pour pouvoir mieux expliquer ce qui pourrait potentiellement se passer dans Wakanda Forever et commencer dans Thor 4, donc l'introduction de Bast dans Thor 4, pour pouvoir donner une raison et une situation valable à ce personnage dans Wakanda Forever. Parce que d'après moi, en effet, de toute façon, je pense que c'est presque sûr à 100% que l'actrice, elle est dans Wakanda Forever parce qu'elle a été castée, elle a été annoncée. Donc c'est sûr que Bast est dans Wakanda Forever. Mais pourquoi et comment, pour quelles raisons? Eh bien ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo parce que c'est quelque chose de incroyable. Moi, j'adore cette hypothèse. J'espère que ça va être ça parce que sinon, je vois pas quelle autre façon qu'on pourrait incorporer la chose. C'est assez ambigu ce que je dis en ce moment, c'est parce que je veux pas trop vous dévoiler les spoilers de la prochaine vidéo. Mais dites-vous juste que Thor 4 et Wakanda Forever vont être des grandes parties de ma théorie la semaine prochaine. Donc je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, surtout n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'aimez, de vous de vous abonner et aussi de suivre l'Instagram parce que c'est là que je vais annoncer tous les détails par rapport au premier live qu'il va y avoir sur la chaîne pour préparer la vision de Thor 4, Love and Thunder. Donc je vous laisse là-dessus, gros bisous du Québec!